Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va passer sur quelque chose d'un peu nouveau. J'ai fait pas mal de vidéos sur la chimie générale et la chimie organique. On va continuer également là-dessus, mais je vais maintenant commencer à parler également de biologie et je vais essayer d'expliquer des phénomènes qui sont parfois mal compris et je vais essayer d'être le plus clair possible. Et j'ai décidé de commencer par un mécanisme très connu et aussi souvent problématique pour les étudiants de par sa complexité avec énormément de notions. Je vais parler de la respiration cellulaire. Avant de commencer à vous expliquer comment ceci fonctionne, je voudrais remercier ceux qui s'abonnent et j'encourage ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner, à mettre un petit commentaire, n'importe quoi, un merci, un mot d'encouragement, ça me fera super plaisir. Du coup voilà, on commence la vidéo sans perdre plus de temps et je vais expliquer c'est quoi la respiration cellulaire. Si tu dois retenir une chose très importante de la respiration cellulaire, c'est qu'elle va servir à fabriquer une molécule très importante qui s'appelle en fait, je vais t'entourer ici, toc toc toc, qui s'appelle en fait l'ATP, qui est en fait l'adénosine triphosphate. Et c'est quoi l'ATP? C'est une molécule énergétique. En fait, notre corps a besoin de faire toute une série d'actions, de processus, etc. Pour son propre fonctionnement. Et on a besoin de créer des sources d'énergie qui sont fabriquées à partir du glucose. Le glucose, c'est une molécule que l'on stocke de par la nourriture. Enfin, elle est stockée sous forme de glycogène, mais lorsqu'on en a besoin, en fait, elle va être dégradée pour former du glucose. Et le glucose va entrer dans la cellule, subir tout un tas de transformations chimiques pour finalement fabriquer l'ATP qui est la molécule énergétique. Par rapport à la représentation de cette molécule énergétique, tu as l'exemple de cette molécule qui est en fait tout simplement l'ATP. Et ceci correspond au glucose qui est la molécule qui sert à fabriquer l'ATP. Et il faut savoir que ce phénomène de respiration cellulaire, comme le nom l'indique, respiration cellulaire, se passe dans la cellule et elle se passe chez tous les organismes eucaryotes, c'est-à-dire toutes les espèces qui possèdent une cellule avec un noyau. Et en l'occurrence, ce sont des animaux, des êtres humains, etc. Et donc ici, je te fais un rapide rappel sur la représentation d'une cellule eucaryote. Tu dois simplement retenir qu'ici, c'est le cytoplasme, qu'on a un noyau dans lequel il y a notamment de matériel génétique, et surtout qu'il y a ici ce qu'on appelle un autre organite qui est la mitochondrie et qui sera très importante pour la respiration cellulaire. Pour le mécanisme de la respiration cellulaire, il faut bien comprendre qu'elle peut se faire de deux manières différentes, soit en milieu aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, soit en milieu anaérobique lorsque la cellule manque d'oxygène, typiquement lorsque l'on fait des exercices, du sport, etc. Mais en général, c'est souvent la première étape en milieu aérobique que cela se fait. Et donc, ici, c'est une équation globale. Ce n'est pas l'équation de la respiration cellulaire, c'est une équation simplifiée, c'est-à-dire qu'on va avoir le glucose, la molécule qui va servir à fabriquer l'ATP, qui sera mis en présence de dioxygène pour former du CO2, qui est un déchet qui sera éliminé bien plus tard, de l'eau, et la molécule d'ATP. Il faut savoir que cette respiration cellulaire se décompose en différentes étapes, et tu as sûrement entendu parler de ça, à savoir la glycolyse, le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Mais je t'ai parlé juste à l'instant de ce milieu aérobique-anaérobique, c'est-à-dire que si on est en présence ou en absence d'oxygène, on va quand même faire la glycolyse dans les deux cas. Mais ensuite, si on est en milieu aérobique, c'est-à-dire en présence d'oxygène, on va continuer vers le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Mais si on n'a pas d'oxygène dans le milieu, suffisamment pour des cellules, la respiration cellulaire va se faire simplement avec la glycolyse et ensuite une seconde étape qui va être en fait la fermentation. C'est-à-dire qu'en absence d'oxygène, on va faire glycolyse. Ensuite, fermentation. Et la fermentation va servir à quoi? À refaire de la glycolyse, on va dire, en permanence. Et on ne va pas aller vers le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. Voilà, ceci c'était pour t'introduire ceci. On va parler de chaque étape plus précisément. Ici, tu as une représentation schématique où on va avoir ici des glucides, par exemple le glucose, comme représenté ici. Et on va avoir ici un phénomène de glycolyse. Ensuite, cycle de Krebs. Et ensuite, chaîne de transport des électrons qui est en fait la phosphorylation oxydative. Mais si on est en absence d'oxygène, on va faire ce qu'on appelle la fermentation et plus précisément la fermentation lactique. Voilà, ceci c'était pour l'introduction. Maintenant, on va voir étape par étape comment ceci se fait.
Il faut savoir que chaque étape du cycle produit une certaine énergie, notamment la glycolyse permet de produire 2 molécules d'ATP, 2 molécules énergétiques pour faire simple, et qu'ensuite, le cycle de Krebs produit également une certaine quantité d'énergie, mais ça va surtout être la phosphorylation oxydative qui va produire le plus de molécules énergétiques. Et donc, on va regarder dans le cas aérobique, s'il y a de l'oxygène dans le milieu, comment se fait ce processus de respiration cellulaire. On va donc avoir la glycolyse qui est la première étape. On va avoir ici notre molécule de sucre. Je vais essayer de simplifier les choses à l'extrême. Et à la fin, on va se retrouver avec 2 molécules de pyruvate. Mais ce qui est important de noter, en fait, dans ce processus, dans cette étape de glycolyse, c'est, comme je l'ai noté ici, la glycolyse constitue la première phase de la respiration cellulaire et se déroule dans le cytoplasme. Cette étape ne nécessite pas la présence d'oxygène, c'est pour ça qu'elle est commune en milieu aérobique ou anaérobique. Et au cours de ce processus, une molécule composée de 6 atomes de carbone va être scindée en 2 molécules de pyruvate, qui sont en fait 2 molécules de 3 carbone. Et durant ce processus, on va former ici de l'ATP, molécule énergétique, de l'ATP, molécule énergétique. On a donc formé 4 ATP, mais attention, ce processus nécessite 2 ATP pour fonctionner. Du coup, c'est 4 ATP moins 2 ATP, production nette 2 ATP. Cette première étape produit donc un total de 2 molécules d'ATP. À savoir qu'on va également former une molécule très très importante durant cette première étape. On va former du NADH qui est ici sous forme réduite. À savoir que c'était initialement, ce n'est pas indiqué, mais je vais l'indiquer, NAD+, oups, pas comme ceci, NAD+, et en fait, NAD+, va capter un électron et former NADH qui va en fait servir de stockage d'électrons, qui va notamment être très utile. Ces NADH vont servir notamment au cours de la dernière étape de phosphorylation oxydative. Et donc, la glycolyse permet la production de 2 molécules d'ATP net, de NADH, des coenzymes réduites, sous forme réduite, comme je l'ai dit, riches en électrons et à haute énergie qui serviront bien plus tard dans une autre étape de la respiration cellulaire. Et donc, je donne plus de précisions ici. Les NADH formés lors de cette étape jouent un rôle essentiel dans la suite de la respiration cellulaire. Ils assurent le transport des électrons vers la chaîne de transport d'électrons durant la phosphorylation oxydative, située dans la mitochondrie, où ces électrons participent à la synthèse d'ATP. Du coup, voilà, on a donc la première étape, glycolyse, et s'il y a oxygène, on va passer maintenant sur le cycle de Krebs, et je vais maintenant expliquer c'est quoi le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice des mitochondries. Ça, je vais montrer peut-être ici, voilà, ça c'est un schéma de la mitochondrie, et la matrice de la mitochondrie, c'est simplement en fait l'intérieur de la mitochondrie. Et donc voilà, ce cycle de Krebs se déroule à cet endroit-là. Il a pour rôle, ce cycle de Krebs, de produire des coenzymes réduits, davantage de coenzymes réduits, à savoir NADH, mais également un autre type qui s'appelle FADH2, qui fourniront l'essentiel de l'énergie nécessaire à la synthèse de l'ATP lors des étapes suivantes. Et donc, comment ça va se passer? On a donc fait le processus de glycolyse, on a formé du pyruvate, comme indiqué ici, le pyruvate. Et il faut savoir que ces molécules de pyruvate vont être transformées en d'autres molécules qui s'appellent notamment les acétyl-CoA. Et c'est cet acétyl-CoA qui va pouvoir entrer dans le cycle de Krebs. Ceci correspond au cycle de Krebs. Je vais écrire ici. Cycle de Krebs. Et en fait, on ne va pas rentrer dans des considérations très techniques. Le but, c'est pas de vous expliquer chaque étape. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce cycle de Krebs, c'est qu'on va produire du NADH, du CO2 qui sera éliminé lors de l'expiration via les poumons, en repassant dans les alvéoles pulmonaires, en passant de la circulation sanguine aux alvéoles pulmonaires. Et on va donc former du NADH, du CO2, on va également former un peu d'ATP et on va également former du FADH2. Et donc voilà, toutes ces formes réduites vont nous servir de source d'énergie, source d'électrons, pour faire la dernière étape du cycle, à savoir la phosphorylation oxydative. Et ici, je donne quelques détails en termes de production nette. Pour chaque acétyl-CoA, le cycle de Krebs produit 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, 2 CO2, à savoir qu'on avait formé 2 pyruvates durant la glycolyse. Du coup, on va former 2 acétyl-CoA. On va donc avoir pour 2 acétyl-CoA une production nette de 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP et également 4 molécules
de CO2. Et ici, je redonne l'information que j'avais donnée précédemment, à savoir que les coenzymes NADH et FADH2 jouent un rôle clé en transportant les électrons à haute énergie vers la chaîne de transport d'électrons, dernière étape de la respiration cellulaire que je vais expliquer tout de suite. Cette dernière étape de la respiration cellulaire se passe dans ce qu'on appelle la membrane interne des mitochondries. Je vais vous montrer c'est où. Ici, on avait la matrice, et en fait, il y a deux membranes. Il y a une membrane externe, par exemple ceci, tac, tac, tac. Je le fais grossièrement, mais vous comprenez l'idée, c'est ce qui est en rouge. Mais il y a également une membrane interne, comme tu peux le voir à ce niveau-là, en jaune. Ceci correspond à la membrane interne des mitochondries. Et cette dernière étape de phosphorylation oxydative permet de synthétiser beaucoup de molécules d'ATP dans cette membrane interne des mitochondries. C'est donc cette dernière étape qui est la plus productive, enfin la plus, on va dire, prolifique en termes de molécules d'ATP. C'est celle qui va produire le plus d'énergie. Donc, comment ça fonctionne? On a en fait, dans cette membrane interne des mitochondries, on a des complexes protéiques. Et en fait, ces molécules de NADH et FADH2 qui stockaient des électrons vont venir en contact de ces protéines membranaires. Et en fait, elles vont libérer des électrons, ce qui va permettre de créer un gradient de protons. Et ce gradient de protons va faire quoi? Elle va alimenter ce qu'on appelle l'ATP synthétase, qui est une enzyme également dans cette membrane et qui permet de fabriquer l'ATP à partir d'ADP. Et donc, c'est tout simplement ça, le but. Je la fais de manière assez courte, mais c'est vraiment pour que vous compreniez les principes. Et souvent, on dit qu'on a besoin d'oxygène pour ce type de respiration cellulaire parce qu'en fait, l'oxygène va servir comme accepteur final d'électrons pour former ce qu'on appelle des molécules de H2O, tout simplement. Et cette dernière étape produit une production nette entre de 30 à 40 molécules d'ATP, alors que les étapes précédentes en produisaient plus ou moins 2. Du coup, voilà. Ceci, c'est pour la respiration cellulaire en milieu aérobique. Et si on est dans le cas anaérobique, on va faire la glycolyse. Et juste après la glycolyse, on ne va pas rentrer dans le cycle de Krebs, puis la phosphorylation oxydative, mais on va passer de la glycolyse à directement ce qu'on appelle la fermentation lactique ou fermentation anaérobique. Et je vais donner quelques explications très, très, très rapides. Je vais lire ceci avec vous. En l'absence d'oxygène, la cellule ne peut pas poursuivre la respiration cellulaire au-delà de la glycolyse, c'est-à-dire le cycle de Krebs et la phosphorylation oxydative. La cellule ne produit donc de l'ATP que grâce à la glycolyse. En fait, le seul but de la fermentation lactique, c'est de forcer, si on veut, le système à relancer la glycolyse. Même si la glycolyse produit une production d'ATP qui est beaucoup moindre, à savoir 2 molécules d'ATP, c'est quand même mieux de produire 2 molécules d'ATP plutôt que rien du tout. Et du coup, cette fermentation va apparaître comme étant une solution pour relancer la glycolyse, à savoir que cette fermentation, durant ce processus de fermentation, on a beaucoup de douleurs musculaires, ça vient en fait de ceci. Et donc, comment ça va faire? Comment ça va fonctionner? Je vais essayer d'expliquer ça simplement. On a donc glycolyse, et ensuite, après glycolyse, on va avoir fermentation, fermentation qui va notamment synthétiser du NAD+. Et le NAD+, si je remonte quelques diapositives auparavant, le NAD+, était nécessaire lors de cette première étape, notamment pour fabriquer du NADH. Du coup, en resynthétisant via la fermentation lactique du NAD+, on redonne, si on veut, les réactifs nécessaires à la glycolyse pour refonctionner. Tout simplement. À savoir que ce que je vous explique là, c'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. Et comme je l'écris ici, le pyruvate est transformé en lactate, le NAD+ est régénéré permettant la poursuite de la glycolyse. Le rendement énergétique est limité à 2 ATP par molécule de glucose car on fait que la glycolyse. Et l'accumulation de lactate est associée à la fatigue musculaire et aux courbatures. C'est pour ça qu'on a mal au corps. À savoir qu'une des applications, ça c'est pour faire une petite parenthèse par rapport à ce type de fermentation lactique, c'est notamment exploité par des industriels parce que ici, le pyruvate est converti en éthanol et en dioxyde de carbone. Ceci est un processus industriel. On sort des explications biologiques. Du coup, ne prêtez pas à confusion. Et ce processus est exploité par l'homme notamment pour la fabrication de pain, notamment de pain, eau de vin. Ici, petite erreur. Voilà, je fais bien mettre comme ceci. Voilà. Pain pour la fabrication de pain, notamment de pain et de vin, et le CO2 fait lever la pâte
ainsi que dans la production de bière et de vin. Voilà, ceci c'est pour terminer par une petite application. Du coup, retiens bien que la respiration cellulaire peut se faire de façon aérobique, anaérobique. Aérobique, c'est-à-dire glycolyse, ensuite cycle de Krebs et ensuite phosphorylation oxydative, avec la phosphorylation oxydative qui permet de fabriquer la plus grosse partie des molécules énergétiques. Et si jamais le milieu manque d'oxygène, par exemple si on fait de l'exercice physique, eh ben, juste après la glycolyse, on va rentrer dans ce qu'on appelle la fermentation lactique qui va tout simplement fabriquer du NAD+, pour relancer la glycolyse avec une production d'ATP net qui sera systématiquement de 2 ATP. Et ici, pour ce type de fermentation, c'est notamment exploité par les industriels pour fabriquer du pain, certains types de pain ou de vin, ou encore pour la production de bière et de vin, on exploite un peu cette propriété. Voilà. Du coup, voilà, c'est la fin du cours. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un commentaire ou un mot d'encouragement, oui, ou t'abonner aussi, ça fera énormément plaisir. Du coup, prends soin de toi et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.